Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il n'y aura pas de surprise, on va analyser Zoetis qui exerce dans la santé animale et c'est une action que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est parti pour Zoetis. C'est un membre du club des investisseurs rationnels qui m'a demandé une analyse un petit peu poussée pour essayer de savoir où se positionner, quand se positionner en termes de valo, en termes de fondamentaux, etc., etc. Zoetis, vu que c'est une société dont je vous parle souvent, j'ai décidé de publier l'analyse sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti. Globalement, ils sont présents un petit peu dans toute la chaîne de la santé animale. Donc ça va de la prévention, hein, avec prédire, prévenir, tout ce qui va être génétique, tout ce qui va être vaccin, automatisation, etc., etc. Le fait de détecter avec des analyses, des diagnostics, et enfin le traitement avec des médicaments. Donc voilà, ils sont présents sur toute la chaîne animale. C'est un leader, donc pour moi déjà, c'est un élément positif. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée sur ce genre de business parce que pour pouvoir investir là-dessus, il faut avoir beaucoup de moyens. Il y a de la recherche, il y a du développement. Donc, Zoetis, c'est une société qui est mature, peut-être plus mature que certains de ses concurrents, donc qui potentiellement aura peut-être des performances moins volatiles. Mais personnellement, c'est ce qui m'attire aussi sur cette société, vous le verrez juste après. Ensuite, on passe à la diversification, à la globalement ce que fait la société. Donc vous voyez que en termes de chiffre d'affaires, il y a 65 du chiffre d'affaires qui est destiné aux animaux domestiques et 35 aux animaux de rente. Donc ça, c'est important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie du chiffre d'affaires qui se fait sur des animaux de rente. Donc ça peut être des porcs, des volailles, des poissons, etc., etc. C'est une société qui est très présente aux États-Unis. En termes de diversification, c'est important à prendre en compte. 53 aux États-Unis. Ensuite, c'est assez diversifié. On a un petit peu de Chine, un petit peu d'Europe, un petit peu d'Australie, de Brésil. Donc elle est présente un petit peu partout et ça pour moi c'est positif, c'est-à-dire qu'elle a un pied dans le monde entier. Et je trouve ça intéressant, même si elle est quand même très exposée aux États-Unis. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui m'intéresse, l'exposition aux États-Unis. Sur le compte titre en tout cas. Hop, ensuite. Globalement, hop, je vais juste changer la caméra de côté. Voilà. Alors, globalement, la répartition du chiffre d'affaires, elle se fait, comme on l'a vu, entre tout ce qui va être détection, diagnostic, médicaments. Il y a même de l'homéopathie hein, pour les animaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très diversifié, mais c'est très bien diversifié selon moi. On a effectivement tout ce qui va être lutte contre les parasites, les tiques, hein, qui sont très présentes au Canada et aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. On a aussi les vaccins, hyper important. On fait vacciner nos animaux annuellement, donc c'est quelque chose qui sera toujours présent tant que les gens auront des animaux domestiques. Les vaccins seront présents. Il y a même des réglementations là-dessus. D'ailleurs, Zoetis a beaucoup d'agréments, on en parlera après, mais pour moi, ça fait partie de son avantage concurrentiel. Donc c'est une société qui a beaucoup de validation de la part des institutions et ça, pour moi, ça fait partie de la barrière à l'entrée, ça fait partie de l'avantage concurrentiel de Zoetis. Ils font aussi de la dermatologie, et cetera, hein, anti-infectieux, c'est très large, c'est très large. Donc pour moi, c'est très important, ça permet de créer une image de marque forte, hein. Zoetis, c'est une société qui est connue dans le domaine par les vétérinaires, par les producteurs et même, un petit peu dans une moindre mesure, hein, par les particuliers qui ont des animaux domestiques, hein. Donc voilà, globalement, on attaque la concurrence. Donc là, je vous ai mis Virbac pour l'exemple, hein, société française et puis je vous ai mis IDEX, qui est pour le coup, le gros concurrent de Zoetis. Je vous ai fait une analyse d'ailleurs là-dessus, il me semble sur, soit sur Twitter, soit sur le club des investisseurs rationnels. Donc j'ai pris en compte les dividendes. Et pour le coup, la performance de Zoetis et de IDEX, elle se rejoint, hein, à l'heure actuelle. Là, vous voyez qu'on c'est à peu près pareil. Zoetis surperforme très largement, Zoetis en bleu, hein, sur le long terme. Zoetis qui est moins sensible aux périodes de crise finalement, et puis Virbac qui est très en dessous en termes de performance, hein, donc voilà.
Voilà globalement pour la concurrence. On attaque maintenant la rentabilité, la santé financière. On a des marges qui sont en hausse. Ça, c'est très positif. Elles sont estimées en hausse encore sur les prochaines années. Maintenant, les estimations, elles peuvent varier. On a aussi une très belle hausse du chiffre d'affaires. On verra ça tout à l'heure plus en détail. Les marges nettes, on est au-dessus du secteur d'activité et au-dessus de l'historique. Donc, il y a une progression. Pareil pour les marges opérationnelles. Le ROE, il est extrêmement élevé. On est sur du 47,5%. C'est largement supérieur au secteur d'activité. En revanche, il y a un très léger ralentissement par rapport à l'historique de l'entreprise. Mais en même temps, avec une rentabilité aussi élevée, il y a forcément un moment où il y a une normalisation. Sur les 10 dernières années, on est profitable, donc c'est un 10 sur 10. On a une croissance anticipée de 10% pour le bénéfice par action et de 7% pour le revenu anticipé sur les 3 à 5 prochaines années. 7%, c'est pas une croissance qui est exceptionnelle, mais je vous le disais, c'est une société qui est mature, donc pour moi, c'est positif. On a un score de Latman de 8, donc une santé financière qui est très très safe, d'après Guru Focus. Ensuite, on regarde un petit peu plus en détail. Donc effectivement, très belle croissance du revenu, mais ça va aussi avec un EBITDA qui est assez constant et pareil, des net income. Donc il n'y a pas de, il y a pas de point d'attention là finalement, tout est très régulier, il n'y a pas de souci. Ensuite, on est quand même sur une société qui est endettée, qui a un rapport cash to debt qui tend quand même vers un petit peu plus d'endettement sur les dernières années, hein, et notamment depuis le Covid. On a essayé de réduire notre endettement, notre cash a diminué en même temps, c'est plutôt normal. On essaye de faire diminuer notre dette vis-à-vis de notre cash, hein, avec l'utilisation de notre cash. Si on regarde ensuite un petit peu, vous voyez que le coût des capitaux, il a augmenté en rouge juste ici. Et ben non, vous voyez pas parce qu'il y a la caméra. Hop, alors, hop, je vais me mettre là. Donc voilà, vous voyez que le coût des capitaux, là, il a augmenté. Il a augmenté en rouge juste ici et effectivement, on a un ROIC qui a légèrement diminué, donc globalement une rentabilité des capitaux investis qui est vers, 12 hein, donc ce qui est très positif, hein, notamment pour le secteur d'activité. On a un dividende qui est très régulier, hein, la part du cash flow qui est utilisée pour le dividende, c'est assez régulier. Par contre, on fera attention quand même au free cash flow qui, sur les 3 dernières années, a une petite tendance à la stagnation. Ça repart sur le dernier exercice en 2023, mais c'est quand même une donnée à surveiller. Vous verrez dans la notation que je le prends en compte après. Ensuite, hop, je vais me remettre ici. Alors, globalement, là, on va être sur la valorisation de l'entreprise. Pour moi, on est sur une valo qui est encore un petit peu élevée. On est sur un PER de 35, bon, ce qui est évidemment largement supérieur au secteur d'activité. On est sur une société qui est qualitative et mature. Par rapport à l'historique, c'est correct, on est sur une moyenne à 39 sur l'historique, hein. Pour le PEG, en revanche, c'est un petit peu élevé, effectivement. On est à 7% de croissance. On a un PER de 35. Globalement, un PEG de 2,7, c'est encore élevé pour moi, hein. Vous savez qu'à l'époque où je suis rentré sur la société, on devait être sur un PEG qui se rapprochait plus des 1,5, ce qui reste légèrement élevé. Et ensuite, on a un price sur FCF qui, comme vous le voyez, est élevé, 39, mais qui surtout, par rapport à l'historique diminue. Heu, on verra, hop, ensuite, enfin, on a vu que c'était pas grâce à l'augmentation du free cash flow parce qu'il y a une petite stagnation sur les 3 dernières années. Mais donc un price to FCF qui est élevé, hein, pour l'instant. Mais vous voyez qu'on est quand même en dessous, hein, donc ça, c'est la courbe du price to FCF. Vous voyez qu'on est quand même très largement en dessous des standards qu'on a pu connaître dans les années, 2020, 2022, 2023. Donc voilà, globalement pour la valorisation. Ensuite, le dividende, pour moi, c'est très positif. On a un rendement qui est minime, 1%, mais comme vous le savez, ça ne me dérange pas. Une sûreté du dividende de 15, avec un score de croissance de 14, hein. Et effectivement, sur les 5 dernières années, en moyenne, on a augmenté le dividende de 24%. Alors, si la croissance du FCF continue de ralentir un petit peu, je pense que cette croissance devrait ralentir, donc c'est important à prendre en compte. Mais globalement, on a une très belle croissance avec un payout de 29%, ce qui reste tout à fait raisonnable. Donc la part du bénéfice qui est reversée aux actionnaires, hein.
Donc voilà, une dilution, vous voyez un nombre d'actions en circulation qui diminue, c'est très positif, c'est très régulier, on adore. En termes de management, en revanche, on voit qu'il y a une part d'initiés qui est très faible, hein, dans le capital, on est sur du 1. Sinon, il y a 95 d'institutionnels et 4 de particuliers, et cetera, hein. Donc globalement, c'est une société qui est dirigée par des institutionnels. Donc dans ce cas-là, il faut surveiller comment est-ce que les institutionnels votent. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de bémol parce que on a quand même une politique de récompense des actionnaires qui est généreuse, avec du rachat d'actions, avec du dividende. Donc pour l'instant, ça reste positif tant que la politique est axée là-dessus. Ça fait des années qu'elle est axée là-dessus, donc pour moi, pour l'instant, pas de souci. On passe à la notation finale. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc, en termes de valo, on est sur un 6 sur 10, hein, comme vous avez pu le voir. On est encore sur une société qui est bien valorisée. Pour moi, c'est pas le moment de rentrer dessus. En termes de rentabilité, on est sur un 9 sur 10, sur une société qui est rentable. Il y a quelques petits ralentissements, donc c'est pour ça qu'on n'est pas à 10. La croissance de 7 c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. On est sur un 7 sur 10. En termes de finances, c'est pareil. On est sur un 7 sur 10. Il y a des points d'attention à voir, même si le score d'Altman est très safe. On a quand même une dette. On essaye de la réduire petit à petit, mais on prend dans nos réserves pour l'instant. Donc, à voir comment ça va évoluer. La note pourrait très vite remonter. En termes de diversification géographique, on est sur un 8 sur 10. On est bien diversifié, mais quand même assez centré aux États-Unis, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. En termes d'avantages concurrentiels, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Zoetis investit beaucoup dans sa recherche et dans le développement de ses produits. Donc, pour moi, elle a un avantage concurrentiel que j'évalue à hauteur de 8 sur 10. Et puis, on a une note de 10 sur 10 sur le dividende. Donc, on est quand même sur une très très belle société. On enchaîne avec une petite analyse SWOT. Dans les forces, on a le fait que Zoetis est un leader mondial qui a une large gamme de produits, un portefeuille de produits qui couvre une multitude d'animaux et des besoins de santé qui peuvent être variés. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'innovation, de recherche et de développement, qui crée de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Elle a des partenaires solides, des vétérinaires, des producteurs et des distributeurs. Et elle a une présence qui est mondiale avec une présence dans plus de 100 pays. En termes de faiblesse, on est sur une entreprise qui a une forte dépendance à quelques segments de marché spécifiques, hein. Comme on l'a vu notamment avec les parasites, ça peut être une faiblesse. En termes de réglementation, on sait que c'est coûteux, hein, d'être réglementé, de passer les tests, et cetera, et on est sur une réglementation qui est assez stricte, mais je considère aussi que c'est un avantage pour Zoetis parce qu'ils sont très bons là-dedans. Ensuite, on est sur une entreprise qui a des coûts élevés, évidemment, en termes d'innovation et de recherche et développement. Donc c'est à la fois des forces et des faiblesses. En termes d'opportunités, on a une croissance de la demande parce qu'il y a une augmentation de tout ce qui va être animaux de compagnie et à niveau d'élevage, notamment dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, pardon. Donc expansion, là, c'est ce que je vous disais dans les pays émergents, les marchés émergents, où la santé animale euh, est un besoin finalement de plus en plus, hein, comme finalement la santé humaine. On est sur des pays qui se développent. Le développement de nouvelles technologies, des diagnostics, des thérapies géniques, et cetera, et la possibilité d'expansion dans des secteurs technologiques liés, notamment aux vétérinaires. Donc ça, pour les opportunités, on en est là. En termes de menaces, les pressions réglementaires croissantes, notamment sur les antibiotiques, hein, donc c'est important à prendre en compte. Et comme je vous le disais, Zoetis s'est plutôt bien passé là-dessus. Ensuite, il y a la volatilité économique globale qui, comme pour tout finalement, va impacter les dépenses et les risques liés aux épidémies animales qui peuvent affecter la demande, hein, de Zoetis pour certains produits notamment. Techniquement, sur Zoetis, c'est haussier à très long terme. On a un support oblique en jaune, hein, qui a eu son effet à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai oublié, hop, une petite zone. Donc voilà, une très belle tendance haussière pour l'instant. Personnellement, j'avais passé mon ordre ici un petit peu bas, donc je me suis complètement loupé, à pas grand chose, à quelques centimes. Mais donc j'ai pas eu ce point d'entrée là.
Donc je patiente un petit peu, hein, là maintenant pour Zoetis. Je considère qu'on est sur une valeur encore un petit peu élevée, vous voyez? La zone de résistance qu'on avait annoncée sur le club, elle a fait son travail pour l'instant. Si on venait à la casser, à retester puis à repartir à la hausse, ce serait plutôt positif. On reste haussier pour l'instant, sur le RSI. Maintenant, si on venait là, vous voyez, on est juste en dessous de la zone de neutralité. Si on venait à se faire rejeter, on pourrait rentrer sur une correction un petit peu plus importante. Pas grand-chose à dire de plus, sur Zoetis, si ce n'est qu'on travaille un petit peu à l'horizontale là, vous voyez, hein, depuis, 2020. On a cassé un moment, mais pour l'instant, il y a un travail horizontal qui se fait. Voilà, globalement, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo.